Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours de physique. Alors aujourd'hui vous voyez qu'on a quelque chose qui n'est pas très long, c'est seulement 2 pages et une page de vocabulaire. Mais attention quand même parce que les 2 pages de cours au début sont quand même assez denses, il y a beaucoup de choses importantes à expliquer. On commence donc par le début qui est le théorème de l'énergie cinétique. Alors ce théorème il est important parce que c'est le théorème qui nous permet d'expliquer comment on peut transférer de l'énergie à un objet grâce à une force. Je vais vous lire le théorème parce que je voudrais expliquer le début là. Dans un référentiel galiléen, la variation d'énergie cinétique d'un solide entre deux instants est égale à la somme des travaux de toutes les forces extérieures qui lui sont appliquées entre ces deux mêmes instants. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire référentiel galiléen ? Un référentiel galiléen, c'est les référentiels qu'on utilise toujours en cours de 9e en physique. Ce sont tout simplement des référentiels qui sont à vitesse constante. Par exemple, le référentiel terrestre est un référentiel galiléen, et par exemple, une voiture qui est en train d'accélérer n'est pas un référentiel galiléen. Voilà, c'est juste ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème ? Il dit que la variation d'énergie cinétique, delta énergie cinétique, c'est donc l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale entre deux instants, est égale au travail des forces extérieures. Il est tout simple, vous allez voir. On prend le cas de cet exemple ici. On a un objet, une seule force qui travaille, c'est une force motrice, la force F, et cette force déplace un objet d'une position 1 vers une position 2. Au début, l'objet possède une vitesse V1, qui dans certains cas peut être 0, mais pas toujours, attention. Et en position 2, il possède une vitesse V2. Donc, on utilise le théorème et on voit juste que le travail total des forces, eh bien ici c'est le travail seulement de F, il n'y a que F qui travaille, ok, est égal à F fois X, ok, force multipliée par le déplacement, c'est une force motrice, et ça c'est égal à donc la différence d'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi de mv2 carré, vitesse énergie cinétique 2, moins 1 demi de mv1 carré, énergie cinétique en position 1. Voilà, tout simplement. On va essayer de faire un exercice, un exemple d'application juste après, qui couvre beaucoup de points de ce chapitre et qui j'espère va vous aider à faire tous les autres exercices. Parce que dans cet exercice, vous allez voir, j'ai mis beaucoup de choses. Donc écoutez bien ma correction et puis mettez pause, refaites-le et j'espère que ça vous aidera à faire tous les autres exercices. Nous avons une masse de 2 kg et une force motrice de 4 N. La masse se déplace horizontalement. Au début, la masse est immobile, et puis on lui met cette force de 4 N. Pendant 4 secondes, l'objet se déplace sans frottement. Quelle est la distance x parcourue par l'objet après 4 secondes ? Pour trouver cette distance x, on va utiliser le théorème d'énergie cinétique. Regardez au-dessus, c'est presque le même cas. La seule force qui travaille, c'est F, et on sait que F fois x, le travail de F, est égal à 1 demi de mv 2 carré moins V1 carré. Donc le X, on va le trouver comme ça, d'accord ? Je répète ce que j'ai dit, il n'y a pas de frottement, donc la seule force qui travaille, c'est F. Le travail des forces totales, c'est WF. Attention, s'il y avait des frottements, il faudrait faire le travail de F, force motrice, moins le travail des forces frottement. C'est pas le cas ici. Je rappelle aussi que les forces perpendiculaires, comme le poids et la réaction normale, ne travaillent pas, elles sont perpendiculaires au déplacement. On utilise au début la troisième loi de Newton. Donc oui, dans certains exercices, vous allez peut-être devoir l'utiliser, donc il ne faut pas l'oublier. Le principe fondamental de la dynamique nous disait que somme des forces extérieures est égale à masse fois accélération. Donc ici, l'accélération, c'est F divisé par m, tout simplement. La vitesse finale, rappelez-vous que la vitesse finale moins la vitesse initiale, qui ici vaut 0, c'est l'accélération multipliée par le temps qui vaut 4 secondes. Ok ? Donc on remplace A par F sur m, et on trouve, en remplaçant par toutes les valeurs, F c'est 4 N, la masse 2 kg, le temps 4 secondes, on trouve notre vitesse finale. Super. Grâce à notre vitesse finale, ici, on connaît notre énergie cinétique finale, un peu comme dans l'exemple du début. 1 demi de V2 carré, mv2 carré. Super. Sachant que l'énergie cinétique initiale est nulle, et oui, au début, l'objet est immobile, d'après le théorème de l'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on a ? On a Fx, je vous le mets ici, le travail de la force F est égal à 1 demi de m fois vitesse finale au carré moins énergie cinétique initiale qui vaut 0.
Et là, on a fini l'exercice. Il suffit de chercher ce x en divisant l'énergie cinétique finale par F, ce que j'ai fait ici. Donc x est égal à, je monte un peu, l'énergie cinétique finale divisé par la force, vous remplacez par tout ce que vous connaissez, ça fait 64 sur 4, donc la distance parcourue par cet objet en 4 secondes est 16 mètres. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exemple, pour moi il est assez complet et j'espère qu'il vous aidera à faire les autres exercices. On continue avec la conversion et la conservation de l'énergie. Alors je vais descendre un petit peu ici. Alors d'abord le mot conversion. Conversion, ça veut dire transformation. C'est quand une forme d'énergie se transforme en une autre forme d'énergie. On l'avait vu au début du cours sur l'énergie, par exemple une pile transforme de l'énergie chimique en énergie électrique. C'est une conversion d'énergie. À ne pas confondre avec conservation d'énergie. Conservation, ça veut dire conserver, l'énergie se conserve, c'est quand l'énergie totale ne change pas, quand elle ne diminue pas ou n'augmente pas. Lorsqu'un système perd de l'énergie, ça veut dire qu'il en donne à quelque chose d'autre. Il transfère son énergie, il la convertit en une autre forme. S'il l'a perdue, c'est qu'un autre système l'a gagné, cette énergie. S'il ne l'a pas perdue, c'est que l'énergie s'est conservée. Alors nous, on va surtout parler d'une forme d'énergie bien particulière qui s'appelle l'énergie mécanique, que vous connaissez très bien, je pense. Je descends à cette page-là parce que on va parler de cette énergie mécanique, pardon. L'énergie mécanique, c'est très simple, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors maintenant, regardez le petit schéma à gauche. Ce schéma, très important, il représente un système dans lequel il n'y a pas de frottement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte d'énergie. Les frottements, ce sont les choses qui font perdre de l'énergie à un système. Si mon système que j'étudie, c'est une bille ici, s'il y avait des frottements, les frottements prendraient l'énergie de la bille et la donneraient en chaleur vers l'extérieur. Très bien. Ce n'est pas le cas ici. L'énergie mécanique, c'est ma petite barre totale. Et regardez ce qui se passe. Au début, la bille possède une énergie potentielle, et lorsqu'elle descend, elle prend de la vitesse. La vitesse, c'est la flèche qui augmente, comme ça. Plus la flèche est grande, plus la vitesse est grande, et plus la hauteur diminue. Donc, l'énergie potentielle diminue, tandis que l'énergie cinétique augmente. Lorsqu'elle arrive en bas, la hauteur est 0, donc il n'y a plus d'énergie potentielle, mais seulement de l'énergie cinétique. Aucune énergie ne s'est perdue, elle s'est simplement transformée d'énergie potentielle en énergie cinétique. Tandis que le total, l'énergie mécanique, qui est le rectangle qui est soit vert soit rouge, le rectangle total n'a pas changé de forme. Si il y avait eu des frottements, le rectangle serait plus petit en bas qu'en haut. Il y aurait une perte d'énergie sous forme de chaleur. Remarquez une chose, c'est que la descente de la bille ne s'est pas faite verticalement, elle n'est pas descendue comme ça. Elle suit la courbe de la pente, et pourtant l'énergie potentielle diminue quand même, ok? On peut prendre n'importe quel chemin, ce qui compte pour l'énergie potentielle, c'est simplement la différence de hauteur entre le début et la fin. Ok, donc je rappelle ce qui est écrit ici. S'il n'y a pas de frottement, c'est le cas de ce dessin, l'énergie mécanique se conserve. On a la même énergie mécanique au début et à la fin. S'il y a des frottements, par contre, l'énergie mécanique va diminuer, elle sera plus petite à la fin qu'au début. Voilà, alors je remonte là-dessus. Dans les exercices que vous aurez à faire, pour trouver la vitesse finale, la vitesse en bas de la bille, eh bien, il faudra juste que ce sera facile pour vous de calculer l'énergie cinétique finale, puisqu'elle sera égale à l'énergie potentielle du départ, d'accord? C'est la même taille de rectangle. Énergie potentielle au début égale énergie cinétique à la fin, 1/2 de mv carré, vous pouvez trouver V. Ça, ce sera un exercice très classique. Je finis avec le rendement. Le rendement en turc, c'est verim, l'efficacité des machines. Dans la réalité, les machines ne sont pas parfaites. Toute machine convertit une énergie en une autre forme d'énergie. J'ai pris l'exemple d'un train qui prend de l'énergie électrique et qui la transforme en énergie mécanique. Je n'ai pas marqué énergie cinétique parce qu'un train, par exemple, ça peut monter une montagne. Donc, si vous avez un train qui monte une pente, il prend de l'énergie potentielle, il a de la vitesse, il prend aussi de l'énergie cinétique. Donc, on appelle ça le total des deux, c'est de l'énergie mécanique. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de frottement, mais dans la réalité, il y a des frottements, et donc, il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, mais aussi en chaleur. Toute conversion d'énergie entraîne des pertes sous forme de chaleur.
Ça vient du deuxième principe de la thermodynamique, que je ne vais pas expliquer ici, mais rappelez-vous-en, quand vous continuerez la physique plus tard, ça vous sera utile. C'est quelque chose de très important. Donc lorsqu'une machine fonctionne, une partie de l'énergie qu'elle consomme se transforme en chaleur à cause des frottements. Dans ce cas, le travail fourni par la machine n'est pas égal à l'énergie consommée par la machine. Ok, donc il y a quelque chose qu'on appelle le rendement, c'est l'efficacité, verim, c'est l'énergie consommée divisée par l'énergie fournie. Énergie fournie, si vous descendez en bas du cours, je l'ai expliqué ce que c'est. L'énergie fournie, c'est comme de l'énergie donnée ou l'énergie générée, c'est verinen energy. Donc l'énergie consommée, l'énergie qu'elle a prise, divisée par l'énergie fournie. Ok, je vous donne un petit exemple d'application qui est vraiment très facile. Vous en avez d'autres dans le quiz de cette semaine. Donc lorsque 160 joules d'énergie sont consommés par une machine, elle rejette 40 joules de cette énergie sous forme d'énergie thermique. Donc ces 40 joules d'énergie sous forme d'énergie thermique, c'est dû au frottement. C'est une perte d'énergie, c'est une énergie que la machine a perdue et qu'elle a donnée à l'extérieur. Quel est le rendement de la machine ? C'est facile. Le rendement, c'est l'énergie consommée divisée par l'énergie fournie. L'énergie consommée, on la connaît, c'est 160 joules. L'énergie fournie, eh bien, c'est la différence des 160 joules moins les 40 qui ont été perdus, 120. On fait la division, 120 sur 160, c'est 3 sur 4, et le rendement est donc de 75%. Voilà pour ce cours. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, j'espère que vous aurez compris tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Il va s'agir maintenant de les appliquer dans les exercices. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des problèmes pour faire le test, pour comprendre ce cours. Mettez des commentaires, j'essaie de répondre à tout ce que vous faites. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt en visioconférence. Au revoir.